Nous n'avons pas des États ici, hein. Bon, on les a juste évoqués. On n'est pas encore entré dans les... Du moins, on n'a pas parlé des organisations internationales de manière profonde. Voilà, mais sinon, vous êtes déjà sur le chemin de la vérité. Vous êtes déjà sur le chemin de la vérité. Elle est sur le chemin de la vérité. Qui donc peut nous dire la vérité? Parce qu'elle n'a pas... Elle a dit, parce que dans la société internationale, il y a un ensemble d'États, alors que dans la société nationale, ce n'est qu'un État. Mais c'est donc quoi la nuance? Parce que là, elle n'a fait que répéter la question. C'est quoi la nuance entre les deux? Parce que la question qu'il a posée, de savoir comment est-ce que ça se fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient contrôler, qui vient faire ci, qui vient faire ça? La réponse à cette question ne peut se comprendre que si nous avons compris la nuance, la différence la plus importante entre une société nationale et une société internationale. Bon, je vous donne un indice, le critère de l'autorité. Le critère de... Faites-moi une différence basée sur le critère de l'autorité, une différence entre la société nationale et la société internationale basée sur le critère de l'autorité ou bien du pouvoir. Oui. Donc, concernant l'autorité, on peut dire que sur le plan national, on a une autorité suprême, alors que la scène internationale n'est pas régie par une autorité suprême. Oui. Oui. De manière, autrement dit, dans la société nationale, il y a une hiérarchisation. D'accord? Alors que dans la société internationale, il y a une décentralisation, une sorte même d'anarchie, une sorte de désordre. Ce qui explique ça, c'est la souveraineté. La souveraineté. Ce qui explique dans l'une comme dans l'autre société, c'est le sens qu'on donne au mot souveraineté. Parce que quand on parle de pouvoir, quand on parle d'autorité, il s'agit de la souveraineté. La souveraineté au plan national traduit un pouvoir supérieur, un pouvoir suprême. D'accord? Un pouvoir qui est appelé à dominer sur les autres. Là, nous sommes dans l'État. Alors que quand on sort de l'État, la souveraineté traduit plutôt un pouvoir sans supérieur. D'accord? C'est un pouvoir sans supérieur. C'est pour ça qu'on parle d'indépendance. Donc, tous les États sont indépendants. Tous les États, ils ont tous des pouvoirs et ils n'ont pas de supérieur. Il n'y a personne pour leur dire comment il faut faire, ou pour les sanctionner. C'est pour ça que le volontarisme est extrêmement important dans la société internationale. Le volontarisme est extrêmement important. Alors que dans la société nationale, le volontarisme n'est pas toujours important. Oui? Non, moi je pense que si nous disons cela, pourquoi alors le droit international régit maintenant les États à l'international? Parce que si à l'international les États sont libres, tout comme à l'interne et sur le plan national, pourquoi alors il y a le droit international? Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous avons vu que à l'international, les États sont libres à cause de la souveraineté. Oui. Maintenant, s'ils sont autant libres et on voit tout ce qui se passe, ils sont libres.
et je ne sais pas trop comment. Bon, on regarde les rapports entre eux, n'est-ce pas? Vous voulez parler de quoi? Vous avez De parlé tout à l'heure de l'anarchie Oui, sur le plan international. oui, Alors que les règles du droit international sont là pour réguler oui, cette anarchie. oui. Ou bien. Donc, là maintenant, même à l'international, moi je vois que les États ne sont pas libres parce qu'il y a les normes. On a parlé de l'anarchie dans la société internationale. Et dans la société nationale, il y a ce qu'on appelle l'ordre. L'ordre règne parce qu'il y a une autorité suprême et supérieure qui domine sur le reste. Et c'est ça le sens de la souveraineté. D'accord? C'est pour ça qu'il y a, par exemple, un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif. Il y en aura qui adoptent les règles, il y a des autres pour les appliquer. D'accord? Bon, maintenant dans la société internationale, on parle d'anarchie. Pourquoi? C'est ça le sens de votre question? Oui, on parle d'anarchie parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et le droit international là-bas? Le droit international n'est pas un pouvoir. D'accord? C'est un instrument. Pardon? Je dis qu'il est même violé à n'importe quel moment. Le droit international, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit est un instrument. Tout comme la religion. D'accord? Tout comme l'économie. Le droit est un instrument parce qu'on se sert du droit pour faciliter la vie en société. Bon, il y a l'anarchie dans la société internationale, pas dans le droit international. D'accord? Dans la société internationale, parce qu'il faut faire la nuance entre la société et le droit. La société, c'est une collectivité humaine, non? Ou une collectivité de personnes. D'accord? Et le droit, c'est l'instrument qui est mobilisé par cette collectivité-là pour faciliter la vie. Dans la société internationale, pourquoi est-ce que la société est anarchique? Parce que là-bas, vu que tous les acteurs, tous les États sont souverains, chacun est libre d'adopter ses règles. Chacun est libre d'accepter une règle ou de la rejeter. D'accord? Oui, pourtant, dans la société locale, ce n'est pas le cas. Dès qu'on a adopté la loi au Parlement chez vous, tu te plains, non? Oui. Si tel est le cas, c'est parce qu'on n'a pas une autorité suprême dans la société internationale qu'il y a l'anarchie. Alors, si les Nations Unies décident aujourd'hui de mettre à la tête des États membres un État qui domine, un État comme l'autorité suprême, alors, selon vous, est-ce qu'il y aura l'ordre sur le plan international si on met un État à la tête? Vous voulez poser une question? Vous voulez répondre à sa question? Si répondre à sa question, rapidement, il parle d'une autorité suprême, mettre à la tête d'une autorité suprême. Je pense que les Nations Unies ont été créées pour réglementer, mettre un peu de l'ordre dans le monde. Parce que lorsque nous repartons en arrière, la Première et la Deuxième Guerre mondiale a été commencée parce qu'il n'y avait pas une bonne réglementation. La SDN qui était limitée, parce qu'au sein du Conseil de sécurité de la SDN, on avait que la France et la Grande-Bretagne, qui étaient les deux grandes puissances au sein de la SDN, n'arrivaient pas à maintenir de l'ordre. Donc, s'il faut répondre à cette question, je dirais que les Nations Unies sont là pour réglementer, pour essayer de mettre un peu d'équilibre au fait. Mais ça, moi, je pense que voilà, parce que ça ne suffit pas vraiment pour. C'est pour cela que je demande s'il faut avoir l'ordre qu'on retrouve dans les États, si on mettait un État à la tête des autres États, si selon votre avis, si on pourrait avoir l'ordre sur le plan international. Au Cameroun n'a rien à dire. À l'Assemblée plénière. Pardon? Ok. Bon, je vous ai compris, vous deux. Hein? Du moins, j'ai compris sa question. Et c'est une question qui nous permet justement d'annoncer
Vous êtes en train de prendre des notes là, de remplir. Normalement, vous êtes, je ne sais pas si la dame elle est déjà là. Je vois sa porte est encore ouverte. Je vais un peu voir le directeur. Vous allez. Hier, vous vouliez remplir le cahier texte. Vous avez ça là? Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai causé avec le maire là. Bon, j'ai compris. La question qu'il pose en fait, ça nous permet de. Ça nous permet d'annoncer le point sur les organisations internationales. Ça nous permet d'annoncer le point sur les organisations internationales. Ça nous permet d'annoncer le point sur les organisations internationales. Il demande pourquoi est-ce que les Nations Unies ne jouent pas le rôle des gendarmes. C'est sa question, non? Non, il demandait si on pouvait avoir une autorité suprême. Voilà, pas internationale de mettre de l'ordre au sein de l'anarchie. Oui, mais il a bien dit que c'était les Nations Unies, non? Non, c'est moi qui ai répondu. C'est moi qui lui ai répondu en disant que les Nations Unies jouent déjà le rôle des gendarmes, maintenir de l'ordre au sein des États, garantir la paix et la sécurité. Parce que son problème, c'est sur l'anarchie qui règne au niveau de la société internationale. Il est validé au point. Leader, quelle est votre question? Oui. Bon, j'ai posé la question suite aux explications du docteur qui disait que sur la scène internationale, on a ce qu'on appelle l'anarchie. C'est-à-dire il n'y a pas de l'ordre. Et je me suis donc posé la question de savoir. Vous prendrez jusqu'ici l'État pour hier, jusqu'à État. Et puis vous me remettez. Après, je vais continuer. Oui, après pour aujourd'hui, on commence le paragraphe 2. D'accord. Et on verra jusqu'où on va s'arrêter. Vous voyez? Je me disais donc si les États-Unis et les Nations Unies aujourd'hui se conseillent pour mettre à la tête des États. Voilà, nous avons compris la question. Ça va. Il demande donc si les Nations Unies ne peuvent pas jouer le rôle des gendarmes. Hein? De manière synthétisée, c'est ce qu'il demande. Pourquoi ce sont les Nations Unies qui devraient mettre un État à la tête des États? C'est quoi? Les Nations Unies, c'est quoi? Quelle est la nature des Nations Unies? C'est une organisation internationale. C'est une organisation C'est quoi une organisation internationale? Une organisation internationale est une C'est une association d'États. En tant qu'association d'États, vous vous souvenez de cet arrêt de la Cour, de cet avis consultatif de la Cour internationale de justice, affaire du comte Bernadotte, les réparations des préjudices subis au service des Nations Unies. C'est là qu'on vous dit ce que c'est qu'une organisation internationale. Une organisation internationale est une association d'États. Ce n'est pas un super État. Et là, on parlait des Nations Unies. Ce n'est pas un super État. Ce n'est pas un
un État. Donc, ça ne pourrait être égal à un État. L'État demeure le seul sujet originaire et souverain du droit international. C'est pour dire que même les Nations Unies, malgré le caractère représentatif, parce que c'est l'organisation internationale la plus représentative, du moins l'une des plus représentatives. Je crois que les Nations Unies ont en leur sein, la dernière fois que j'ai visité les chiffres, c'était quelque chose comme 198 États. Vous imaginez, 198 États, c'est quand même haut, n'est-ce pas? Mais on vous dit, malgré ça, ça reste une simple association d'États. Et ça s'explique. Parce que les organisations internationales sont créées comment? Par une convention internationale, qui est un instrument. Et chacun est libre d'adhérer ou de sortir des organisations internationales. Il existe des États qui ne sont pas membres des Nations Unies. Et aujourd'hui, vous assistez à l'émergence des organisations concurrentes. Malgré la faiblesse, ça demeure quand même une concurrence. Le système mondial, l'ordre mondial tel qu'il a été établi, est en train d'être questionné. Sur le plan économique, par exemple, à côté de la Banque mondiale, là, qui est considérée comme une banque des Occidentaux, il y a cette banque que les pays en voie de développement sont en train de créer, qu'ils ont même déjà créée, qui fonctionne déjà, dont la Russie est membre. Donc, c'est pour vous dire que les Nations Unies, malgré la propagande des médias occidentaux, demeure une simple organisation internationale, qui est même très instable, même en son sein. Les États-Unis d'Amérique, où est l'influence, n'est-ce pas? La Russie, où est l'influence? La Chine. Mais c'est pour vous dire que, c'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit, le droit est un instrument. C'est un instrument. Et vous savez, un instrument, c'est quelque chose qu'on utilise pour satisfaire ses intérêts. C'est quelque chose qu'on utilise pour satisfaire ses intérêts. Et la société internationale, c'est une société caractérisée par des intérêts égoïstes. Ce sont des intérêts égaux. Et l'intérêt général dont on parle depuis là, c'est l'idéal. C'est un idéal. Mais à la vérité, chacun... Par exemple, les États adhèrent aux Nations Unies. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est comme une sorte de légitimation de leur statut au sein de la société internationale. C'est pour ça que dès qu'on a créé le Sud-Soudan, par exemple, en Afrique de l'Est, là, tout de suite, le pays a adhéré aux Nations Unies. Quand vous adhérez aux Nations Unies, vous avez un siège à l'Assemblée générale. Le principe en Assemblée générale, c'est l'égalité des voix, n'est-ce pas? Autrement dit, on reconnaît que vous êtes un État et que vous pouvez aussi participer à la prise des décisions. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer un État au-dessus des États? Parce que les États sont jaloux de leur souveraineté. Personne ne va accepter de céder. Et ça a même été pensé. Ne croyez pas que votre question n'a pas sa place. C'est une question qui a même souvent été, mais pas dans le sens que vous avez donné là, pas dans le sens de jouer le rôle de gendarme. Moi, je vois que vous répondez vraiment à la question. Je me disais, c'est en fait prendre un État existant. Parce que d'une façon ou d'une autre, les États-Unis sont en train de jouer un rôle de gendarme. Donc, par exemple, légitimiser le fait que les États-Unis soient un État, un succès État. Les États-Unis ou les Nations Unies? Les États-Unis. Pourquoi les États-Unis joueraient un gendarme, joueraient le rôle de gendarme? Et moi, je ne dis pas ça.
Hein? Non, Ok. moi, je vois déjà qu'il y aura un problème parce que déjà nous voyons, malgré et l'Organisation des Nations Unies qui sont eux-mêmes instaurés, ils n'arrivent même pas à respecter les règles. Il a la raison simple. Voilà. Et qui sortent même de certaines institutions, de C'est certaines ça. organisations, comme l'OMS. Moi, je pense que même déjà les États-Unis qui ne croient même plus à la force des Nations Unies. Alors, ils ne croient plus à l'ONU, en fait. C'est la raison. Pardon? Donc, imaginez que vous êtes aux États-Unis et on vous dit que vous êtes égal avec le Bénin. Donc, vous-même. Mais c'est normal. Non, c'est normal. Les États-Unis sont. Non. Ah, Les États-Unis constituent écoutez, l'État, le bonjour. constitue l'État. Vous êtes la salle? Chaque État a ses lois. Ok. Donc là, En fait, Sur le point, c'est mais si on reprend dans le contexte économique, militaire, c'est autre chose. Parce que même de l'application, les États-Unis, un seul pays, les États-Unis, contribuent à plus de 50% du budget des Nations Unies. Donc, si nous rentrons dans le fond pour voir dans certains plans, les États-Unis impactent. Mais pour ce qui concerne la souveraineté, c'est ça. c'est ça la souveraineté. Et tous les pays sont égaux. On ne peut pas compléter la souveraineté des autres États. À côté des États-Unis, nous avons la Russie qui est aussi grande puissance, nous avons la Chine. Pourquoi les États-Unis sont capables de jouer le roi de l'Europe? Et c'est impossible. Madame, vous voulez? Mais la salle est vide, non? Je crois qu'ils n'ont pas cours là. Vous pouvez continuer. Bon, j'ai compris. Hein. C'est bien de voir autant d'intérêt pour les discussions. Je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes intéressé au moins. Hein? Ça prouve que vous avez de l'intérêt pour la discipline. Vous parlez des États-Unis. Je vous ai dit, le droit est un instrument. Vous savez, quand on parle des relations internationales, c'est différent du droit international. D'accord? Dans les relations internationales, on vous parle de la société internationale telle qu'elle se vit. Et dans le droit international, on vous parle des règles. Le droit international, simplement. Et la question que vous avez posée, ça dévoile justement cette nuance entre le droit international et les relations internationales. Parce que l'explication ne peut pas être trouvée dans le droit international. L'explication à votre postulat, parce que d'après ce que j'entends, vous avez déjà une réponse que vous espériez que je vous donne, n'est-ce pas? Mais sauf que cette réponse-là ne peut pas être trouvée en droit international. Ça peut avoir une base plutôt dans les relations internationales, autrement dit, dans la science politique. D'accord? Ce jeu de pouvoir entre les puissances. Les États-Unis financent le plus les organismes internationaux. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre certains caprices. Si les États-Unis coupent les fonds, beaucoup d'organismes internationaux rentrent en difficulté. Beaucoup de pays rentrent en difficulté. Parce qu'il n'y a pas que les organisations internationales que ces gens-là financent. Ils financent également le développement dans les États. Avec leur instrument qu'ils appellent USAID, l'aide américaine aux pays en développement. Donc, c'est comme ça. Mais sur le plan juridique, les États-Unis demeurent un pays tout comme le Gabon, tout comme le Bénin, tout comme le Cameroun, tout comme la France,
tout comme le Laos, tout comme le Liechtenstein, tout comme le Guatemala. Ça demeure un pays qui est soumis au principe de l'égalité souveraine. C'est une égalité, même si la réalité peut dévoiler une inégalité. L'inégalité peut être observée sur le plan spatial, c'est-à-dire l'étendue du territoire. Les États-Unis, c'est combien de fois le Gabon ou le Bénin? Vous voyez, sur le plan spatial, n'est-ce pas? Ça peut aussi être observé sur le plan du développement économique. Dans l'inégalité, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une sorte d'inégalité réelle entre les États. C'est une évidence, non? Mais sauf que, juridiquement, quand on parle d'égalité entre les sujets, on s'intéresse aux critères pertinents. Est-ce que ce sont les États? Ça veut dire qu'ils sont des sujets souverains. Ils doivent donc être traités pareillement. Ça ne veut pas dire que, ça veut simplement dire qu'il faudrait que les États puissent consentir aux règles qui vont leur être appliquées, même au sein de la Cour internationale de justice. Il faut savoir que même quand vous êtes devant la Cour internationale de justice, on en parlera. On en parlera. Peut-être lundi ou vendredi. Je ne sais pas trop quand, mais on en parlera. Peut-être jeudi aussi, ou mercredi. Regardez par exemple, il y a pas la CIJ, la Cour internationale de justice. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes attrait devant la CIJ, on regarde d'abord si vous avez accepté la compétence de la CIJ. Voilà, si vous n'avez pas accepté la compétence de la CIJ sera incompétente. Si vous avez accepté la compétence de la CIJ, est-ce que vous avez aussi accepté les règles qui doivent être appliquées par la CIJ sur votre affaire? Si vous n'avez pas accepté, la CIJ sera coincée. Est-ce que vous avez même d'abord reconnu l'affaire pour laquelle on vous traîne devant la CIJ? Vous voyez que tout est volant. C'est comme ça et c'est le droit. Bon, maintenant vous allez me dire, ça veut dire qu'on peut ne pas accepter et tout, d'accord? Mais comment est-ce qu'on fait? Si un État ne veut pas accepter, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le contraindre? Juridiquement, c'est non. Parce que c'est un État souverain. Mais pourtant, ça se fait. Sur la scène internationale, on observe des États qui sont... Mais sauf que l'explication se retrouve en sciences politiques, par ces jeux de puissance, par ces inégalités. Aussi simple que ça. Par exemple, comment est-ce qu'un État peut influencer un autre? Les États-Unis peuvent essayer de couper leur aide. On dit, comme vous ne voulez pas faire ce qu'on veut que vous fassiez là, nous aussi, nous sommes libres de vous fournir, par exemple, de tels produits ou bien de vous accompagner en telle politique. À partir d'aujourd'hui, on se détache, on va se désolidariser. Vous allez donc vous débrouiller. Ça a été le cas pour des pays en Afrique, c'était le cas même pour l'Iran. Face à leur politique nucléaire, ils avaient été mis en quarantaine, non? Par les États-Unis, pas par les Nations Unies. Ça veut dire que chaque État, au Cameroun par exemple, on sait que le Cameroun, c'est en Afrique centrale, le Cameroun c'est un pays stratégique, n'est-ce pas? Pour la distribution des produits aux pays voisins, comme le Tchad, le Gabon et tout ça. Imaginez sur l'instant, le Cameroun décide, le Cameroun est libre, le Cameroun peut décider de fermer ses frontières. De ne plus servir de voie de transit ou bien à tous ces pays voisins-là. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire?
vu que nous sommes souverains. C'est donc pour ça que pour pouvoir pallier à cette difficulté, et pour faciliter cette vie, il y a des accords qui sont établis. D'accord? Donc tout est volontaire. Ça, c'est le droit. C'est volontaire pourquoi? Parce qu'il y a une anarchie dans la société internationale. Chacun a le pouvoir et chacun ne veut pas se laisser dominer. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez suivre les discours de l'homme fort, hein, du Burkina Faso actuel. Oui. Oui. Il vous dit, le Burkina, désormais, le Burkina n'a pas... Ouais, du moins, il a un discours très nationaliste, n'est-ce pas? C'est comme ça. Nous avions des pères fondateurs, même au Cameroun, qui avaient des discours dans ce sens-là, mais ça, c'est la science politique. Juridiquement, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir harmoniser la vie, éviter les guerres. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça le sens de l'organisation internationale. Et je vous ai dit, les organisations internationales sont créées par les États. C'est pour ça qu'on les appelle même sujets dérivés. Ils sont dérivés parce que les sujets-là, les organisations internationales dérivent de la volonté des États. Contrairement à l'État qui est un sujet originaire, c'est-à-dire l'État a été à l'origine du droit international. Pourquoi est-ce que l'État a été à l'origine du droit international alors que les organisations internationales sont des sujets dérivés? Parce que on estime qu'avant que l'État ne naisse, le droit n'existe pas. Et que le droit va naître quand l'État va décider de sa naissance. Soit à travers la signature des accords internationaux, soit à travers les actes unilatéraux, soit à travers la coutume. D'accord? C'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle de sujets originaires. Et les organisations ne sont pas des sujets dérivés parce qu'elles dérivent de la volonté des États. Et ce sont des sujets dérivés et à compétences spécialisées. Toutes les organisations internationales sont soumises au principe de spécialité de leurs compétences. Elles n'ont pas de compétences générales. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas décider de leurs propres compétences. Ce sont les États qui ont la compétence de leurs compétences. D'accord? Et cette image-là est pareille pour les personnes, à certains égards, pour les personnes privées. Les organisations internationales comme l'État sont des personnes morales de droit public. Les organisations internationales intergouvernementales sont des personnes morales de droit public. D'accord? Qui sont créées par voie conventionnelle pour exercer des compétences précises. D'accord? Donc, c'est ça la particularité des organisations internationales. Et, en ce sens, les personnes privées, qui sont également des acteurs importants dans la gouvernance internationale, les personnes privées qui peuvent être des personnes physiques, comme vous et moi, ou alors des personnes morales. D'accord? Les personnes physiques comme les personnes morales influencent beaucoup dans la gouvernance internationale. Si on prend peut-être le cas d'une organisation non gouvernementale que vous connaissez sûrement. Bon, oui. Ou bien la Croix-Rouge. Médecins sans frontières. Si on prend aussi une personne morale de droit privé comme abus lucratif, comme
si on peut prendre une société comme Dangote ou Orange, Et même c'est les plus dangereux. C'est ces firmes-là qui aujourd'hui sont à l'origine de plusieurs guerres en Afrique. Plusieurs guerres. c'est comme si elle veut réagir. C'est vrai? Je crois que le Bolloré n'existe plus ici, mon camion a été chassé. Non, Bolloré n'a pas été chassé. Ces entreprises sont encore là. Chez nous, Bolloré est dans n'importe quoi. Voilà, chassé. Ces entreprises sont encore là. En fait, il faudrait comprendre un truc dans la gouvernance. C'est que il y a une sorte de cercle vicieux qui a été établi du moins par les décideurs. Du moins, c'est pas que ça a été établi par eux, mais je pense que ça rentre toujours dans le jeu du néocolonialisme. Il y a un système de financement qu'on appelle l'aide au développement. La politique d'aide au développement, c'est un système, on peut qualifier ça de vicieux. Pourquoi? Parce qu'on dit vous n'avez pas d'argent, vous avez des ressources naturelles, vous avez peut-être de la main-d'œuvre, mais vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas de la technologie. Vous n'avez pas d'industrie. Nous, de notre côté, on a de l'argent, on a de la technologie, on a de l'industrie. N'est-ce pas? Vous n'avez rien de tout ça. Vous avez seulement vos ressources naturelles. Est-ce que vous allez manger les ressources naturelles là? Non. Est-ce que vous pouvez consommer les ressources naturelles là? Non. Est-ce que vous pouvez... Vous voyez que c'est compliqué, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, même qu'il y a même certaines ressources naturelles que vous ne connaissez même pas que c'est une ressource naturelle. Mais eux, ils vous disent qu'ils ont la technologie, c'est-à-dire qu'ils ont la science pour chercher, pour découvrir, pour voir comment on peut exploiter tout et tout, pour commercialiser. Et ils vous disent que bon, comme vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de technologie, nous on a l'argent, on a la technologie. Ce qu'on va faire, c'est de vous donner l'argent pour exploiter vos ressources, n'est-ce pas? Pour financer l'exploitation de vos ressources, pour vous développer. Pour faire des routes, pour faire des routes, des écoles, avec l'argent des exploitations des ressources naturelles, on va vous donner l'argent on vous donne donc l'argent, n'est-ce pas? Sauf que quand on vous donne l'argent, à peine on tourne le dos, on revient vers vous pour vous dire que mais on vous a même donné l'argent comme ça, vous n'avez même pas de technologie et vous n'avez pas de main-d'œuvre. Vous allez faire quoi de l'argent là? Vous allez faire comment? Nous on a la technologie, on a la main-d'œuvre. Donc on peut revenir même prendre encore les marchés là-bas, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils reviennent, ou que leur argent qu'ils vont donner là, ça doit rentrer dans leur pays. Et en plus, ils vont prendre vos ressources naturelles. C'est ça qu'on appelle cercle vicieux, d'accord? Ils vont venir gagner des marchés, parce que si vous regardez, vous allez vous rendre compte que les marchés les plus importants sont gagnés par les cabinets et les opérateurs occidentaux. Ça veut dire qu'ils font tout pour que l'argent qu'ils vous donnent là, que ça rentre chez eux. Et vous payez les intérêts. Parce que la dette, ça reste la dette. Vous devez rembourser. Vous devez rembourser. C'est comme ça. Vous avez pris l'argent, mais vous restez encore endetté. Ce qui fait que finalement, vous tournez en rond. Pas de route, pas d'école, rien. Bon, au-delà de ça, il faut aussi se dire que les choses sont comme ça aussi, peut-être parce que certaines personnes n'ont pas la volonté de changer, de contribuer efficacement au développement de leur pays. Donc, ce n'est pas seulement eux, c'est aussi nous. Il faudrait que ça change des deux côtés. Les personnes privées sont extrêmement importantes. Avant, on s'intéressait aux individus parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils étaient riches. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on s'intéresse aux gens qui sont riches. C'est depuis longtemps. Et même l'État
ne s'intéresse aux gens que s'ils sont influents économiquement. D'accord? Il n'y a pas que les femmes qui aiment les hommes riches, même l'État aussi. Mais, pour preuve, je vais vous parler d'un monsieur, l'affaire Nottebohm. Vous avez entendu parler de Nottebohm? Qui oppose le Guatemala au Liechtenstein et qui a été tranché par la CIJ. Je vous parle de Nottebohm parce qu'on s'est intéressé à lui parce que c'était un monsieur fortuné. D'accord? C'est comme ça. Quand vous êtes fortuné, on s'intéresse à vous. Tout ce qui vous arrive, on veut savoir. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux individus pour leur dignité. D'accord? Pour leur qualité d'être humain. Pour le simple fait que ce sont des êtres humains. C'est toute la philosophie des droits humains. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de discrimination, il ne doit pas avoir de différence, que ce soit sur la race ou sur la religion. Il ne doit y avoir aucune discrimination entre les individus, entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on parle même d'égalité des genres. Ça allait plus loin, n'est-ce pas? Bon. Mais au-delà de tout, ce qu'il faudra savoir, c'est que malgré le cadre normatif et organique de la gouvernance, malgré le cadre normatif et organique de la gouvernance, la question demeure toujours celle de l'efficacité du droit international. D'accord? Le problème demeure celui de l'efficacité du droit international, qui est un gage de bonne gouvernance. Est-ce que nous sommes d'accord? L'efficacité du droit international qui est un gage de bonne gouvernance. L'efficacité dit que quelque chose est efficace, c'est reconnaître que ça a produit les résultats attendus. D'accord? Quand on parle d'efficacité, ce sont les résultats qu'on questionne. Est-ce que les résultats escomptés ont été réalisés? Est-ce que ces résultats ont été atteints? Et je vous ai dit, le droit international, c'est la recherche de la paix et de la sécurité internationale, c'est la promotion du développement et de la responsabilité internationale. Et poser la question de l'efficacité revient, si on demande si c'est efficace, ça veut dire qu'on sait que c'est un risque, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des possibilités que cela ne soit pas efficace. Au regard, par exemple, des caractères qu'on vient de donner de la société internationale, en parlant de l'anarchisme, d'accord, du désordre, du caractère décentralisé de la société internationale. C'est le professeur Pierre-Marie Dupuis qui parle de la société close et décentralisée dans son ouvrage « Le droit international public » qu'il a coédité avec le professeur Serge Sûr. Si on parle de l'efficacité, c'est parce que certains auteurs, notamment John Austin, ont prôné l'inefficacité du droit international. On les appelle donc les négationnistes. C'est la thèse négationniste. Ils disent que le droit international est inefficace. Autrement dit, ça ne produit pas les effets escomptés.
Et parce que ça ne produit pas les effets escomptés, pour eux, ce n'est pas vraiment du droit. Ce n'est pas un vrai droit. On devrait donc se passer de cela. D'accord? Et comme argumentaire, ils donnent juste des faits. Que le droit vise à empêcher les conflits, ça vise à garantir la sécurité, ça vise à promouvoir le développement. Mais regardez juste autour de nous. Si on prend seulement ce cas du 21e siècle-ci avec l'Ukraine, vous voyez que l'Ukraine, dans un espace-temps de quelques années seulement, il y a eu la Crimée et maintenant il y a... Vous voyez que récemment, si encore, avec les États-Unis qui sont allés au Venezuela, prendre tout un chef d'État en fonction, le ramener aux États-Unis et médiatiser et dire qu'on va le juger. Vous voyez que c'est quand même terrible, n'est-ce pas? C'est quand même terrible. Pardon? Et c'est même, il y a un ancien secrétaire général des Nations Unies qui disait que il a l'impression qu'on prend très bien moins au sérieux la Charte des Nations Unies. Ce secrétaire général était du Pérou. Pardon? Pérou, j'avais que. Oui. Il dit il dit que le Conseil de sécurité là est vraiment parfois dans l'incapacité d'agir de façon décisive pour résoudre les conflits internationaux. Donc pour eux, vivre tous ces conflits internationaux et vivre des états de sous-développement où au XXIe siècle, on a encore des zones où les gens meurent de faim, pour eux, c'est simplement reconnaître l'incapacité du droit international à produire les effets attendus. Et ils vont même prôner des solutions. Comme solution, on dit que c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de sanctions. D'accord? Un droit qui n'a pas de sanctions n'est pas vraiment du droit. N'est-ce pas? On se dit que si le droit, autrement dit, il n'y a pas de contraintes, ce n'est pas un droit contré. Les États font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Et on dit, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour redonner à cela un véritable caractère juridique? Il faut qu'on fasse de ce droit un droit contraignant, en le mettant par exemple dans le même ordre que le droit interne des États, qui pour eux est le seul qui mérite d'être véritablement considéré comme étant du droit. D'accord? C'est un peu ça l'image relevée par le délégué tout à l'heure quand il parlait du droit constitutionnel. Parce que ce n'est que dans l'ordre interne, on vous prévoit de sanctionner les gens s'ils n'ont pas respecté ou observé les règles préétablies. Et on n'a plus le droit tel que ça a été indiqué préalablement aux faits ou bien aux infractions. Mais dans la société internationale, c'est toute la différence. Souvenez-vous, le volontariat, ils estiment que c'est un droit beaucoup trop laissé au libre choix des sujets. Et du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Mais face
à eux et à ceux qui sont plutôt partisans de la thèse positiviste. C'est-à-dire ceux qui affirment de l'efficacité ou bien de la qualité même du droit international, de la qualité juridique du droit international. Et pour ces gens qui parlent du droit international, ils vont vous dire que ce n'est pas la sanction qui fait le droit, contrairement à ce que les gens pensent. Ce n'est pas parce qu'il existe des sanctions que le droit existe. Pour eux, ce qui fait la juridicité d'une règle, c'est le sentiment de l'obligation. Qu'il suffit pour chacun de se dire qu'il est obligé pour qu'on conclue à l'existence du droit. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, eux, ils disent quoi? Que ce n'est pas parce qu'on veut vous sanctionner que ça veut dire que c'est du droit. C'est du droit simplement parce que vous avez le sentiment de l'obligation. Parce que vous avez accepté, vous vous sentez obligé. D'accord? Vous dites que c'est un devoir. C'est comme ça qu'ils justifient. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a une reconnaissance progressive du droit international comme un corps de règles régissant les affaires internationales. Si vous dites que ce n'est pas du droit, mais pourquoi est-ce que les gens ne font que reconnaître? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des accords? Vous savez à combien d'accords on est aujourd'hui? Rien qu'en matière d'investissement, on est à plus de 3000 traités bilatéraux d'investissement. On dit que, mais si ce n'est pas une règle, pourquoi est-ce que les gens ne font que... Les gens investissent de l'argent pour ça. Les missions diplomatiques qui partent négocier les accords là, ce sont des missions, non? Qui sont financées et pour lesquelles l'État dépense beaucoup d'argent. Et au-delà de la reconnaissance du droit international, il y a aussi le fait que les gens recourent très souvent au droit international. Que ce soit dans le cadre des affaires internes ou dans le cadre des affaires internationales, n'est-ce pas? C'est tout le sens de l'existence même de la Cour internationale de justice, de la Cour africaine des droits de l'homme, de la Cour pénale internationale, de la Cour de justice de la CEMAC, de la Cour de justice de la CEDEAO. Vous avez une Cour de justice, non? En CEDEAO. Voilà. Donc pour eux, c'est le sentiment de l'obligation qui fonde le droit. Et la particularité du droit international, c'est que c'est l'État qui a ce qu'on appelle le dédoublement fonctionnel. L'État est à la fois auteur et sujet. Donc c'est l'État qui décide de la règle qui s'appliquera à lui. Et c'est pour ça qu'on parle du sentiment de l'obligation. En Afrique, on parle beaucoup plus du respect de la parole donnée. On parle du respect de la parole donnée. C'est-à-dire ce que vous avez dit. C'est ça qui vous... On dit souvent que c'est la bouche de l'homme qui le tue, non? Que c'est la bouche de l'homme qui le condamne. Ce que vous avez dit, on s'en tient à ça. Et on doit respecter cela. C'est pour ça que même devant la CIJ, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut reconnaître la compétence de la CIJ, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas difficile. Quand on arrivera sur cette partie, vous verrez qu'il existe des mécanismes pour facilement établir le consentement de l'État à toutes ces entités-là, à tous ces phénomènes-là. Donc, c'est avec la pratique, et tous ces mécanismes-là sont issus de la pratique internationale. Parce qu'avec le temps, la règle se dévoile. D'accord? La règle se dévoile, tel que le jeu laisse apparaître d'autres règles qui sont beaucoup plus adaptées à des situations.
Donc, le jeu laisse apparaître des règles qui se dévoilent au travers des situations précises. On va prendre une pause de 10 minutes ou de 15 minutes. J'ai envie de vite balayer cette partie-ci pour qu'on s'implique un peu sur la substance de la gouvernance en elle-même. Parce que dans les normes, vous devez faire un cours de droit international public dans lequel on va vous reparler de toutes ces choses-ci. Je ne sais pas si c'est au programme, mais je pense que ça devrait être au programme. C'est le moment de se dégourdir un peu les jambes. Adam ne sera pas là aujourd'hui. Non, elle est Parce qu'elle devait donner le cours. aux gens. Pourtant, hier, me semblait. Elle va arriver. Si elle arrive pour aujourd'hui, ça Ok. Il va falloir que. Voilà, non, mais il devrait déjà avoir les cours. la pause. Ceux-ci, ils attendent leur enseignant. Oui, il ne sera pas là. Et vu que vous n'avez pas programmé les cours le samedi, Samedi, c'est ça. pourquoi? Il va venir, c'est ça. C'est ça, il faut venir au 46 mois. Ok. C'est ça. Clarence, c'est là. Elle vient d'arriver là, elle est là. Je peux un peu la saluer.